Préparez vos lunettes 3D et vos drones, parce qu'aujourd'hui, on flirte avec la frontière entre science-fiction et réalité. Imaginez un instant, des voitures autonomes qui se déplacent seules comme si elles avaient une conscience, des assistants vocaux qui prédisent vos envies avant même que vous les formuliez, ou encore des films où les dinosaures se baladent au milieu de la tour Eiffel. Non, ce n'est pas la bande-annonce du prochain blockbuster, mais bien le monde dans lequel on vit, ou presque. Des effets spéciaux qui nous propulsent dans des univers parallèles à l'écran, à l'intelligence artificielle qui redéfinit complètement la production audiovisuelle, on s'y croirait presque. Dans cet épisode, je vous propose de décortiquer 3 éléments qui transforment le divertissement tel qu'on le connaît. D'abord, comment la science-fiction, autrefois perçue comme un doux délire des créateurs excentriques, a finalement anticipé des technologies bien réelles. Ensuite, une plongée dans la magie des effets spéciaux au cinéma, de l'époque des maquettes en carton au monde numérique époustouflant d'aujourd'hui. Et pour finir, une réflexion sur l'intelligence artificielle, ce petit génie inattendu qui chamboule nos écrans, nos métiers et nos rêves. Vous pensiez que Spielberg et Kubrick avaient déjà tout imaginé? Attendez de voir ce que l'IA a en réserve. On est déjà en plein dans un épisode de Black Mirror. Non? Allez, c'est parti. Ah, la science-fiction. Un genre qui n'est pas seulement là pour nous distraire, mais qui, depuis ses débuts, a planté les graines de la réflexion, de crainte et parfois de fascination quant à ce que l'avenir nous réserve. Pour comprendre à quel point elle influence aujourd'hui notre réalité, il faut remonter aux origines du genre, à ces auteurs qui ont, pour la première fois, osé poser la question « et si ?» Prenez H.G. Wells, par exemple, et son La guerre des mondes, publié en 1898, où l'on assiste à une invasion martienne terrifiante. À l'époque, cette histoire a captivé et terrifié parce qu'elle remettait en cause notre confort face à l'inconnu. Elle a eu un impact durable au fil du temps, cet imaginaire d'invasion alien a façonné notre façon de voir l'exploration spatiale et même l'idée de vie extraterrestre. Le genre n'a cessé d'évoluer. Et c'est finalement dans les années 1950 que la science-fiction commence à toucher au domaine du possible. Dans un contexte de guerre froide, des auteurs comme Ray Bradbury avec Fahrenheit 451 et Philip K. Dick avec Les androïdes, rêvent-ils de moutons électriques, questionnent déjà notre rapport aux machines et à la société sous surveillance. Et si on y perdait notre libre arbitre? Et si la technologie se retournait contre nous? Ces récits, écrits il y a plus de 70 ans, résonnent aujourd'hui de façon troublante, alors que nous nous retrouvons entourés de caméras de surveillance et de dispositifs de reconnaissance faciale. Ce qui était un pur cauchemar dystopique pour eux est devenu un sujet d'actualité pour nous. Puis, dans les années 1980, marque un tournant avec des offres comme Blade Runner de Ridley Scott, inspiré justement de Philippe K. Dick. Dans ce film, le monde futuriste est sombre, déshumanisé, peuplé de réplicants, ces robots qui sont si semblables aux humains qu'on ne peut plus les distinguer. C'était fascinant, effrayant et pourtant si éloigné de notre quotidien, enfin en apparence. Aujourd'hui, on n'a peut-être pas de réplicants, mais on a bien des assistants virtuels qui répondent à nos moindres demandes, des algorithmes capables de reconnaître nos visages et des robots qui ressemblent de plus en plus à des êtres humains. Avec les avancées en IA et en robotique, ce que Blade Runner projetait comme un cauchemar lointain s'invite désormais dans nos vies. Tesla et ses voitures autonomes en sont un bon exemple. On n'est pas encore dans un univers dystopique où les machines sont hors de contrôle, mais les technologies actuelles nous rappellent que cette frontière est plus fine qu'on ne le croit. Et si on parle de technologie et de contrôle, 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick, sorti en 1968, est incontournable. Son IA, HAL 9000, qui devient capable de manipuler les humains pour atteindre ses propres objectifs, est encore aujourd'hui une référence en matière de relations homme-machine. À l'époque, on pouvait difficilement imaginer une machine aussi puissante. Pourtant, avec les systèmes d'assistance à la navigation, le traitement des données en temps réel et les IA qui aident désormais la NASA et SpaceX dans leur mission spatiale, la réalité semble rattraper la fiction. HAL nous montre un monde où les IA peuvent se montrer autonomes et peut-être menaçantes. Aujourd'hui, on est encore loin d'avoir un HAL 9000 dans nos cuisines, heureusement, mais l'idée de laisser les IA gérer des missions et même prendre des décisions en temps réel fait clairement écho à la vision prophétique de Kubrick. Mais l'influence de la science-fiction ne se limite pas aux idées floues et aux dystopies. Elle inspire directement les entrepreneurs et les innovateurs aujourd'hui. Elon Musk, un grand amateur de science-fiction, a souvent mentionné combien des œuvres comme The Martian et Dune l'ont influencé dans son rêve de coloniser Mars. Des films comme The Martian présentent un avenir où l'humanité explore et survit dans des conditions extrêmes sur d'autres planètes. Musk travaille à ce que cette vision devienne réalité, et son entreprise SpaceX ne cesse de repousser les limites pour nous rapprocher de l'objectif de la conquête spatiale. Ce que la science-fiction a d'abord décrit comme une fantaisie devient donc, étape par étape, un projet que certains, comme Musk, veulent concrétiser.
Et puis, impossible de ne pas parler aussi de science-fiction sans évoquer The Matrix en 1999. Les Wachowski nous plongent dans un univers où la réalité elle-même est mise en doute et où les humains sont prisonniers d'une simulation numérique. Aujourd'hui, on n'en est pas encore à vivre dans une illusion géante créée par des machines, mais la réalité virtuelle progresse à un rythme fou. Les entreprises comme Oculus et HTC construisent des mondes numériques toujours plus réalistes où l'on peut se plonger le temps d'une session, bien au-delà du simple divertissement, la VR s'invite dans des secteurs comme la médecine, l'éducation et même la formation professionnelle. Est-ce qu'on se dirige vers une version allégée de The Matrix? Peut-être pas. Mais la réalité virtuelle est de plus en plus présente dans nos vies et la frontière entre le réel et le virtuel s'amincit chaque jour un peu plus. Enfin, regardons les objets que nous avons tous dans notre poche, le smartphone. Avant d'être une évidence, c'était un gadget de science-fiction popularisé par Star Trek dans les années 60. Le communicateur de la série, cet appareil portable permettant de joindre quelqu'un à distance, a inspiré les premiers téléphones mobiles. Aujourd'hui, ce qui semblait être de la pure science-fiction est une réalité quotidienne avec des assistants vocaux et des applications qui permettent de tout gérer. Même l'idée de discuter avec nos appareils était de la pure science-fiction et pourtant c'est devenu naturel. Alors que nous dit tout cela? Que la science-fiction, c'est pas seulement une manière de faire rêver, mais aussi un miroir, une exploration de nos peurs et une anticipation de nos défis technologiques. Les histoires de robots répliquant l'humain, de voyages vers Mars ou de réalité virtuelle ne sont plus de simples fantasmes, elles posent des questions profondes sur ce que nous voulons vraiment atteindre et ce que nous sommes prêts à y perdre pour y parvenir. Aujourd'hui, alors que l'on s'approche de la réalité de toutes ces idées, on doit se poser la question, que voulons-nous vraiment pour l'avenir? Les effets spéciaux. Autrefois des bricolages artisanaux à l'arrière des garages, ils sont devenus aujourd'hui des miracles numériques, capables de donner vie à des mondes, des créatures et des catastrophes naturelles si réalistes qu'on s'y croirait presque. Mais pour comprendre cette évolution, il faut revenir aux origines. Les premiers effets spéciaux étaient, disons, rudimentaires, mais magiques. Maquettes miniatures, doublures en cire, surimpression maladroite, tout ça constituait le nec plus ultra du cinéma d'illusion. Un exemple emblématique, c'est Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès en 1902. Avec des moyens limités, Méliès crée des illusions visuelles qui ont stupéfié les spectateurs. Des maquettes, des décors peints à la main, des techniques de superposition. À l'époque, cela relevait du génie, et le public découvrait pour la première fois l'illusion de voyager au-delà de la Terre. Cette approche artisanale a défini les effets spéciaux pendant des décennies. Elle mettait l'accent sur l'imagination et l'ingéniosité. Dans des films comme ceux de Méliès, on ne cherchait pas le réalisme, mais plutôt l'enchantement, le fait de croire que l'impossible était possible, même pour un instant. Et puis dans les années 70 arrive un certain George Lucas. Avec Star Wars, en 1977, Lucas fait sauter les limites de ce qu'on pensait possible au cinéma. Miniature, maquette, made painting, ces décors peints pour recréer des paysages fictifs, et stop motion. Tout était mis à contribution pour donner vie à un univers qui semblait sans fin. Le Millennium Falcon, ou Falcon Millennium pour les Français, volait littéralement sous nos yeux, même s'il ne s'agissait en réalité que d'un modèle réduit filmé en contre-plongée. Mais pour l'époque, cette approche était révolutionnaire. Lucas, avec Star Wars, a ouvert la voie à ce qu'on pourrait appeler les effets spéciaux de nouvelle génération. Des illusions visuelles qui se rapprochaient du réel tout en gardant une certaine authenticité, un charme artisanal que certains regrettent aujourd'hui. Les années 90 marquent une étape décisive avec Jurassic Park en 1993. Steven Spielberg et son équipe combinent deux techniques jusqu'alors rarement associées. Les animatroniques, ces dinosaures grandeur nature créés en robotique, et le CGI, l'image générée par ordinateur. Avec ce mélange, Jurassic Park parvient à rendre les dinosaures si vivants qu'on aurait presque l'impression qu'ils vont sortir de l'écran pour nous attaquer. L'impact de Jurassic Park sur l'industrie a été colossal. Il a montré que l'informatique pouvait se marier avec l'artisanat pour produire un réalisme inégalé. C'était le début de la révolution numérique. Mais une révolution encore équilibrée, qui alliait numérique et artisanat pour un résultat immersif. En fait, Jurassic Park, c'est souvent cité comme le film qui a fait entrer l'industrie cinématographique dans l'ère des effets spéciaux numériques, tout en préservant un réalisme presque tactile. Et puis, au début des années 2000, Peter Jackson arrive avec Le Seigneur des Anneaux. Jackson utilise des paysages réels, la Nouvelle-Zélande pour créer la Terre du Milieu, et des effets numériques avancés pour donner vie à des créatures comme Gollum. L'innovation ici, c'est la capture de mouvement, une technologie où l'acteur Andy Serkis a littéralement incarné Gollum en enregistrant ses mouvements et ses expressions qui sont ensuite transformés en personnages numériques. C'était la première fois qu'on voyait cette technique à une telle échelle. Et le résultat était bluffant. Gollum, c'était le numérique au service de la performance humaine. Pour le public, cette approche offrait une immersion totale, un voyage émotionnel où on se demandait constamment où s'arrête la réalité et où commence l'illusion.
Et puis James Cameron, en 2009 avec Avatar, là, on entre dans une nouvelle ère. Cameron ne fait pas dans la demi-mesure. Avec Avatar, il redéfinit ce que signifie l'immersion. Grâce au CGI et à la capture du mouvement stéréoscopique, Cameron nous fait découvrir Pandora, un monde entièrement numérique, mais si tangible qu'on a l'impression de pouvoir le toucher. Il va quand même jusqu'à utiliser une technologie 3D encore jamais vue à l'époque, rendant l'immersion totale. Certains fans ont même parlé de dépression post-Pandora, regrettant de ne jamais pouvoir visiter cet univers en vrai. Avatar a définitivement montré que l'on pouvait créer des univers parallèles à couper le souffle, mais il a aussi posé une question cruciale. Jusqu'où doit-on aller dans l'usage du numérique? Est-ce qu'on risque de perdre l'authenticité à force de s'appuyer sur des pixels? Aujourd'hui, on est dans une nouvelle phase, avec celle des effets hybrides, où les studios jonglent entre le numérique et les effets pratiques pour des résultats encore plus convaincants. The Mandalorian, la série Star Wars, est un exemple frappant. Au lieu de se rendre dans des décors réels, l'équipe utilise la technologie du stagecraft. Des écrans LED géants projettent les décors en temps réel, créant un environnement immersif pour les acteurs, tout en offrant la flexibilité d'un plateau de tournage numérique. Pour les acteurs, c'est un vrai plus. Ils n'ont plus besoin d'imaginer un monde fictif en fixant un écran vert. Ils peuvent interagir avec les paysages et des décors qui se trouvent littéralement autour d'eux. Alors cela nous amène à une question fondamentale. Effets spéciaux pratiques ou numériques? Des réalisateurs comme Christopher Nolan, connus pour leur passion de l'authenticité, privilégient souvent des effets pratiques. Dans Tenet, par exemple, Nolan n'a pas hésité à faire exploser un vrai avion pour garantir une immersion totale, plutôt que de recourir au CGI. Pour lui, rien ne peut remplacer l'impact visuel et la texture qu'offre un effet pratique. Nolan nous rappelle que, même dans une industrie saturée de CGI, il existe encore une place pour l'artisanat et le concret. Cette tension entre réel et numérique est au cœur des débats dans l'industrie et elle fait émerger une question importante. La magie du cinéma doit-elle résider dans la prouesse technique ou dans l'authenticité? La réponse, pour l'instant, semble être quelque part au milieu. Avec une montée des effets hybrides qui combinent le meilleur des deux mondes, les effets spéciaux d'aujourd'hui ne sont plus seulement une question d'illusion, ils sont une collaboration entre l'humain et la machine, entre l'artisanat et la technologie. On n'assiste plus seulement à une projection de nos rêves, on voit aussi les limites de ce que la technologie peut offrir sans dénaturer l'essence du cinéma. Au final, ce que l'on veut, c'est toujours se laisser surprendre, que l'on soit team CGI ou team effets pratiques. L'intelligence artificielle a débarqué dans la production télévisuelle comme un invité surprise, bien décidé à s'imposer dans tous les aspects du processus créatif. Autrefois, les créateurs se débattaient avec leurs idées, leurs pages blanches et leurs montagnes de café froid. Aujourd'hui, on clique quelques boutons et voilà qu'une IA peut générer un synopsis, peaufiner des dialogues, voire proposer des angles visuels. Mais est-ce une aide révolutionnaire pour les créateurs ou un risque de déshumanisation? Pour commencer, l'écriture de scénarios est probablement l'aspect de la production où l'IA est la plus visible aujourd'hui. Des outils comme Scriptbook ou même ChatGPT peuvent déjà générer des synopsis, créer des dialogues et imaginer des fins alternatives en quelques secondes. En théorie, cela libère les scénaristes de certaines tâches répétitives, en leur laissant plus de temps pour se concentrer sur le cœur de la création. Mais l'intensité des débats autour de cette évolution montre bien qu'il y a un revers de la médaille. Beaucoup de scénaristes s'inquiètent pour leur rôle, leur autonomie. Cette fameuse page blanche, avec toute sa frustration et son potentiel de créativité, pourrait bien être sacrifiée sur l'autel de l'efficacité. Car l'IA génère des idées en un clin d'œil. Est-ce que cela enlève ce qui rend le processus créatif humain si unique, ce chaos fertile où naissent les meilleures histoires? L'IA ne s'arrête pas à l'écriture dans le montage vidéo, elle fait aussi des miracles. Des logiciels comme Adobe Premiere Pro et DaVinci Resolve intègrent désormais des fonctionnalités d'IA capables de faire des ajustements automatiques sur les transitions, la colorimétrie et même le rythme de la séquence. En gros, l'IA analyse les scènes et ajuste le montage pour créer une atmosphère cohérente sans que l'humain ait à intervenir à chaque étape. Pour les monteurs, cela peut faire gagner un temps précieux, surtout dans le cadre de production à flux tendu, comme les séries. Mais cela pose une question. Le monteur humain risque-t-il de devenir un simple superviseur réduit à corriger les décisions d'un logiciel? C'est une évolution qui inquiète les professionnels du secteur car si l'IA excelle dans l'efficacité, elle peut passer à côté des subtilités émotionnelles, ces micro-décisions qui donnent une saveur unique au montage d'une scène. Le domaine où l'IA suscite le plus de fascination et d'inquiétude est celui des effets visuels et des deepfakes. Au départ, les deepfakes, ces vidéos générées par IA capables de recréer des visages, n'étaient qu'une curiosité, souvent cantonnées aux manipulations sur Internet. Mais aujourd'hui, ces technologies font leur entrée dans le cinéma et la télévision. Par exemple, dans The Mandalorian, la technologie deepfake a été utilisée pour rajeunir des acteurs, tout comme dans The Irishman de Martin Scorsese, où Robert De Niro a été rajeuni numériquement.
Ces manipulations fascinent autant qu'elles inquiètent. D'un côté, elles permettent aux créateurs de donner vie à des personnages historiques, de recréer des acteurs qui auraient vieilli ou disparu, mais d'un autre côté, elles posent une véritable question éthique. Jusqu'où est-on prêt à aller pour obtenir cette illusion de jeunesse éternelle? Et surtout, qui possède les droits d'un visage une fois qu'il est numérisé? Un autre exemple emblématique, Rogue One, A Star Wars Story. Dans ce film, le personnage de Grand Moff Tarkin, joué à l'origine par Peter Cushing, décédé depuis longtemps, a été recréé numériquement. Pour certains, c'était un hommage, une prouesse technique, pour d'autres, c'était un franchissement de ligne inquiétant. Une exploitation posthume qui soulève des questions sur le respect de la mémoire des acteurs. Les deepfakes et les recréations numériques posent un vrai dilemme. Où s'arrête l'innovation et où commence l'exploitation? Et faut-il encadrer ces pratiques pour éviter les dérives, où les acteurs seraient littéralement immortalisés sans leur consentement? En matière de création de monde numérique, l'IA n'a pas non plus dit son dernier mot. Autrefois, des centaines d'artistes numériques travaillaient pendant des mois pour créer chaque pixel d'un décor. Aujourd'hui, l'IA peut générer des paysages entiers en quelques minutes, en s'appuyant sur des bases de données d'images et des algorithmes d'apprentissage. C'est incroyablement pratique, surtout pour des productions massives, mais là encore, l'automatisation a un revers. Si on confie aux IA la création de décors et de paysages, est-ce qu'on ne risque pas de voir une uniformisation de l'esthétique? Des décors qui se ressemblent d'un film à l'autre, sans cette petite touche humaine qui rend les mondes imaginaires si singuliers. La question ultime, finalement, est celle de la place de l'humain face à ces machines. L'IA est-elle là pour assister ou pour remplacer? Certains postes de la production pourraient bien disparaître à mesure que les IA se perfectionnent. Les assistants de production, les monteurs débutants ou même certains animateurs numériques pourraient être les premiers touchés. Mais ce que l'IA n'a pas, et n'aura probablement jamais, c'est l'intuition, l'émotion brute qui vient de l'expérience humaine. Une machine peut calculer un bon rythme, optimiser une transition, recréer un visage, mais elle ne ressent rien. Elle ne sait pas ce que c'est que de capturer une émotion, de rendre une scène bouleversante ou de susciter un rire ou une larme. C'est là tout le paradoxe. L'IA permet de repousser les limites du possible, mais elle ne sera jamais vraiment capable de comprendre ce qui rend une œuvre d'art profondément humaine. L'IA redessine les contours de la production cinématographique et télévisuelle, mais elle ne remplace pas encore la sensibilité humaine. Elle est, pour l'instant, un outil parmi d'autres, un moyen de décupler la créativité. Tant qu'elle reste entre les mains de créateurs attentifs aux valeurs éthiques et artistiques, parce que oui, l'IA entre de bonnes mains peut être une alliée formidable, mais elle nous force aussi à poser la question, où placer la limite? Voilà, on a traversé ensemble cette fine ligne entre la science-fiction et la réalité, entre les mondes imaginaires et les technologies bien réelles qui façonnent déjà notre quotidien. On a vu comment des œuvres comme Blade Runner, 2001 l'Odyssée de l'espace ou encore The Matrix ont non seulement nourri nos fantasmes, mais aussi influencé des projets concrets. On a exploré l'évolution des effets spéciaux, entre la nostalgie des maquettes artisanales et l'essor des CGI, avec en toile de fond la question de l'authenticité. Enfin, on s'est plongé dans l'impact fascinant et parfois inquiétant de l'intelligence artificielle dans la création audiovisuelle, où l'innovation côtoie le dilemme éthique. Et maintenant, la grande question que je vous laisse, jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Peut-on confier à une IA le soin de concevoir, d'écrire et peut-être même un jour de réaliser nos films et séries? Est-ce que ça enrichirait nos histoires ou au contraire, est-ce qu'on y perdrait quelque chose d'essentiel, d'humain? J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez, alors n'hésitez pas à partager vos avis, que ce soit en commentaire du podcast ou sur les réseaux sociaux. En solo, derrière le micro, je suis toujours là pour lancer les sujets, analyser et les rendre vivants pour vous. Si cet épisode vous a plu, partagez vos réflexions avec moi. Vous pouvez aussi me suivre sur toutes les plateformes d'écoute, sur les réseaux sociaux ou faire un tour sur capcroissantmedia.com pour encore plus de contenu. Et si vous voulez soutenir le podcast et encourager encore plus de discussions comme celle-ci, n'hésitez pas à faire un petit don. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers fascinant de la pop culture. Allez, salut!